Bonjour et bienvenue sur Juriséticos, le podcast qui rend la conformité accessible même aux non-juristes. Alors je suis Lia, juriste en conformité, formatrice juridique et aujourd'hui on va parler de qui est concerné très exactement par les obligations de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, dite LCBFT. Alors évidemment, dans ce podcast numéro 2, on répond à une question que beaucoup de professionnels se posent. C'est suis-je concerné par cette obligation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme? Eh bien la réponse est simple, oui, très probablement. Alors, même si vous êtes une petite structure, même si vous n'êtes pas une banque, même si vous pensez que votre activité n'a aucun lien avec le terrorisme, dans cet épisode, on va faire le tri entre les professionnels concernés expressément par la loi, les obligations qui leur incombent et les erreurs fréquentes que je rencontre dans les toutes petites entreprises, cabinets ou agences. Vous allez pouvoir faire un autodiagnostic rapide et clair. Alors, ce que dit la loi, une liste très précise mais évolutive. Alors, très concrètement, la base juridique des obligations se trouve dans le Code monétaire et financier, notamment aux articles L561-2 et les suivants, puisque ces textes énumèrent plusieurs catégories d'entités soumises aux obligations LCBFT. Voici donc quelques professions expressément mentionnées par la loi, dites désignées par la loi. Nous avons dans un premier temps les établissements bancaires et financiers qui regroupent banques, établissements de crédit, établissements de paiement, compagnies d'assurance vie, sociétés de gestion d'actifs. Vous avez également les professionnels du droit et du chiffre, notamment les notaires, les avocats, les commissaires aux comptes, les experts comptables. Et puis, vous avez également les professions de l'immobilier, c'est-à-dire les agents immobiliers, les syndics de copropriété et les marchands de biens. Puis, dans un quatrième temps, vous avez les professions réglementées diverses, c'est-à-dire par exemple les prestataires de services sur actifs numériques, les opérateurs de jeux ou de paris, par exemple les casinos, les grands casinos, les intermédiaires en financement participatif, les conseillers en investissement financier, les courtiers d'assurance, les CGP, donc les conseillers en gestion de patrimoine, et vous avez également les commerçants de biens de luxe, c'est-à-dire tout ce qui touche aux œuvres d'art, aux joailliers, commerçants de métaux précieux, vendeurs de véhicules de luxe, de bateaux, etc. Enfin, tout ce qui touche à des transactions supérieures à 10 000 euros. Alors cette liste est en constante évolution. Les régulations européennes comme la 6e directive anti-blanchiment ou le règlement européen AML à venir vont encore s'élargir. Ce sera probablement le sujet d'un autre podcast. Mais en tout état de cause, les situations où l'on croit ne pas être concerné à tort sont fréquentes puisque beaucoup d'entreprises se croient à l'abri pour de mauvaises raisons de ces obligations. Alors voici quelques phrases que nous pourrions entendre régulièrement. Ça va être du type je suis une petite agence immobilière, je ne fais pas de gros volumes, je ne suis pas une banque, donc je ne blanchis pas d'argent, ou je connais tous mes clients, ce sont des gens très sérieux, hein, ne vous inquiétez pas. Ou eh bien nous avons aussi l'entrepreneur qui dit oh ben moi j'ai un statut auto-entrepreneur, je ne suis pas une entreprise classique, je ne suis pas concerné. Ou vous avez également je suis une société familiale et on ne fait pas de transactions suspectes. Alors toutes ces affirmations sont erronées ou insuffisantes juridiquement, puisque la loi, ce que la loi regarde,
ce n'est pas votre taille d'entreprise, hein, que vous soyez en micro-entreprise, en entrepreneur individuel ou en société, ce n'est pas la taille qui va compter, ni vos intentions, mais la nature de votre activité. Et surtout le risque d'exposition à des flux financiers opaques ou illicites. Alors prenons des exemples. Une PME qui exporte des produits dans des zones à risque géopolitiques. Vous avez aussi également les agents immobiliers indépendants qui vendent un bien à acheter à un acheteur étranger payé en crypto-monnaie, ou un CGP qui propose des investissements à effet de levier ou en assurance vie, ou peut-être également, en exemple, on pourrait prendre le cas d'une plateforme de mise en relation entre prêteurs et emprunteurs. Toutes ces activités sont à risque, même à petite échelle. Alors, nous allons évoquer, enfin, je vais évoquer, hein, puisque je suis seule à faire ce podcast, évidemment, je vais évoquer les obligations concrètes des professionnels concernés, puisqu'en fait, vous l'aurez compris, hein, une fois que vous avez compris que vous êtes concerné, la vraie question, c'est qu'est-ce que je dois mettre en place concrètement? Alors, je vais vous dire très concrètement ce qu'il y a à faire. Il y a, euh, il y a 5 piliers d'obligation de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est la première chose, identifier votre client avec précision. Alors, vous le savez, hein, la vérification d'identité, c'est compléter le formulaire Kawasi, qui est une obligation, hein. Il faut le remplir, il faut vraiment connaître son client, son identité et d'où proviennent également l'origine des fonds. Et puis, nous avons également l'obligation, hein, il faut aussi le reconnaître, dans l'identification du client avec précision, il faut contrôler l'éventuel bénéficiaire effectif de la société si votre client est une société, puisqu'il peut y avoir de la fraude à ce niveau-là. Dans un deuxième temps, vous allez évaluer le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme à un niveau qui va être faible, moyen ou élevé en fonction du pays, du produit, du canal et du client. Donc en fait, faudra surveiller, évaluer le risque déjà en amont par rapport à un certain niveau et en fonction du pays de provenance de votre client et des produits en question. Puis en troisième temps, en troisième pilier, surveiller les opérations tout au long de la relation. Alors, tout au long de la relation, vous avez un client, voilà, vous l'avez identifié, et puis vous apercevez qu'il y a des transactions inhabituelles, des montants incohérents, des mouvements suspects. Eh bien, il va falloir mettre en place un outil de surveillance ou de procédure interne à votre entreprise. En quatrième pilier, vous avez la déclaration de soupçon à Tracfin, ou Tracfin, hein, parce que bon, moi j'ai tendance à dire Tracfin, hein, veuillez m'excuser. J'aime bien dire Tracfin, c'est plus fun, mais bon, voilà, en l'occurrence, visiblement c'est Tracfin. Bon, bah, chez moi ça sonne Tracfin, hein, donc on fera avec. Petite blague à part. Mais voilà, donc vous avez la déclaration de soupçon qui est une obligation immédiate et confidentielle. C'est-à-dire quand vous faites votre déclaration de soupçon, surtout n'allez pas alerter votre client, hein, vous allez devoir faire preuve d'hypocrisie, vous allez devoir faire preuve de sournoiserie, malheureusement c'est comme ça. Pour les plus directs, ça va être compliqué de prendre sur soi, mais il va falloir faire avec. Et en fait, vous faites votre obligation immédiate et confidentielle de déclaration de soupçon. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que vous avez une responsabilité personnelle en tant que professionnel de faire cette déclaration. N'attendez pas d'avoir 50 000 preuves pour faire cette déclaration. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 preuves pour faire la déclaration de soupçon. Dès lors qu'il y a un soupçon, vous le soupçonnez, vous êtes dans le cadre de votre profession réglementée ou oui, de réglementée, oui, voilà, on parlera des professions non réglementées plus tard, mais voilà, en l'occurrence, là, on parle de profession réglementée, vous êtes dans votre domaine, et bien quand il y a un soupçon quelque part dans le mouvement transactionnel,
vous faites votre déclaration. Et donc, en dernier pilier, le 5e pilier, c'est sensibiliser et former vos collaborateurs. Voilà, vous êtes un cabinet, vous avez des collaborateurs, vous avez des salariés, vous avez voilà, des collaborateurs libéraux ou peu importe, hein, que sais-je encore. Il va falloir les former, les sensibiliser à l'identification des risques, à la procédure interne, et il faut régulièrement les former et faire une formation régulière et traçable pour vous prémunir en fait en cas de contrôle, par exemple de la Banque de France, de l'autorité des finances publiques, donc des impôts, ou voilà, la PCR, l'AMF, etc. Si vous avez des contrôles, voilà, tracez bien vos formations pour justifier, donc avec les attestations de réussite de formation que vous avez suivies ou que vos collaborateurs salariés ont suivi des formations. C'est extrêmement important pour justement être en règle et se protéger en cas de manquement, hein, en cas d'accusation à un manquement, hein, c'est probable, c'est possible, hein, on peut vous accuser d'un manquement, mais au moins vous justifiez que vous avez suivi les formations requises, que vous êtes au point à ce niveau-là. Si vous ne faites aucun de ces 5 piliers que je viens de vous expliquer, sachez que vous êtes déjà en infraction. Voilà. Donc, si vous n'appliquez pas les 5 piliers que je viens de vous expliquer, vous êtes dans une situation infractionnelle. Et ce, même si rien n'est suspect. Rien ne vous semble suspect, rien ne vous semble s'être produit jusqu'ici. Vous êtes en infraction. Donc, nous allons passer au contrôle, le contrôle donc en fait des autorités supérieures. Le contrôle peut tomber à tout moment. Une autre erreur fréquente, c'est de penser que personne ne viendra contrôler votre structure. C'est faux, archi faux et faux. L'ACPR, l'AMF et la DGFiP mènent chaque année des contrôles aléatoires, y compris chez les petits professionnels. Ces contrôles visent à vérifier l'existence d'un dispositif LCBFT, de contrôler les procédures écrites, d'examiner les dossiers clients et de s'assurer que les collaborateurs, salariés, non salariés, ont bénéficié des formations et que les formations ont bien eu lieu. Et en cas de manquement, les sanctions sont salées et elles tombent. Donc je vais vous donner un exemple, allez, on va prendre une agence immobilière. Voilà, une agence immobilière se prend 50 000 euros d'amende parce qu'elle n'a pas mis à jour son registre de bénéficiaires effectifs. Voilà, on va faire simple. Registre de bénéficiaires effectifs non à jour, 50 000 euros d'amende. Voilà, ça fait un peu mal, hein, mais voilà, c'est un exemple qui s'est produit. Je n'ai pas sous les yeux la jurisprudence, hein, puisque la prochaine fois, dans un autre podcast, j'essaierai de vous trouver une jurisprudence où il y a eu une sanction dans, par exemple, une agence immobilière ou une banque. Voilà, je peux vous parler de cela, hein, il n'y a pas de problème. Mais là, maintenant, non, il y a vraiment, c'est cher payé de se prendre 50 000 euros d'amende si vous n'avez pas mis à jour votre registre des bénéficiaires effectifs. Il y a également l'exemple de la suspension d'activité pour un CIF, un conseiller en investissement financier, qui a délibérément ignoré plusieurs signaux d'alerte. Voilà, il s'est dit, bon, mon client, il est sympathique, allez hop, c'est pas grave, on ignore les transactions suspectes, allez hop, on lui vend les produits financiers, on n'en parlons plus. Eh bien, cette personne a été suspendue. Elle a été suspendue pendant plusieurs mois et limite pourrait ne plus exercer. Et donc ignorer la loi n'est pas une solution. Ensuite, l'exemple de sanction, c'est le signalement directement au procureur de la République en cas de soupçon non déclaré. Alors ça, c'est clairement quelqu'un qui vous balance par derrière votre dos et qui va dire, voilà, un tel, dans telle entreprise, il y a eu telle et telle chose, il y a eu telle et telle chose, il y a eu telle et telle chose,
je déclare anonymement au procureur de la République que je soupçonne, la déclaration de soupçon n'a pas été déclarée. Et là, vous avez carrément la sanction, c'est-à-dire le contrôle où le procureur de la République vient carrément se mêler. Et là, c'est pas trop bon pour vous. Voilà. Et oui, nous ne sommes pas à l'abri de personnes qui vont vous signaler. C'est un lanceur d'alerte, tout simplement. On en parlera dans un autre podcast, évidemment, puisque le lanceur d'alerte est protégé par la loi, mais n'est pas suffisamment mis en valeur. Et quand je dis balancer, c'est un terme familier pour vous faire un peu rire dans le podcast. Parce que bon, le trop sérieux, c'est bien, mais il faut être un peu détendu. Et en effet, là, on va plutôt parler de lanceur d'alerte, que ce soit un interne dans votre entreprise ou par exemple une tierce personne qui aura connaissance que vous avez pris en compte la situation, mais que vous ne l'avez pas déclarée. Alors, se mettre en conformité, c'est une opportunité et pas un fardeau. Enfin, je voudrais insister sur un point fondamental. La conformité en lutte contre le blanchiment d'argent, en financement du terrorisme, n'est pas un poids, c'est un levier. C'est un levier de protection. C'est un levier pour que vous puissiez anticiper certaines sanctions. Que vous puissiez justement vous conformer et être à l'abri de ces sanctions disciplinaires, administratives et pénales. Elle vous permet de gagner la confiance de vos clients, les banques, les partenaires, de rassurer vos collaborateurs et investisseurs, d'anticiper les risques juridiques, là je les ai évoqués un petit peu plus avant, en amont, en anticipation, et de construire une image de marque solide et responsable. Vous voyez, responsable. Je ne parle pas de développement durable quand je parle de responsable, je parle de responsabilité. De construire une image de marque solide et responsable, c'est parler de valeurs, d'éthique, c'est-à-dire avoir une éthique professionnelle et de ne pas se mettre délibérément en danger et avoir des sanctions pénales et administratives qui tombent du ciel parce que vous n'avez pas respecté la loi, notamment en rapport avec l'article 500, l'article 561-2 du Code monétaire et financier. Voilà, donc c'est pas pertinent de se mettre en danger à ce niveau-là. Ne pas oublier que cela vous évite des situations très coûteuses et à gérer dans l'urgence. Voilà, parce que vous allez devoir vous justifier de tous vos faits et gestes et dans un certain laps de temps. Voilà, parce que là, les sanctions financières sont vraiment très élevées. Voilà. Un seul mot d'ordre, et donc anticiper plutôt que de subir. Moi, c'est ce que je vous dis. Anticiper plutôt que de subir. Ce que vous devez retenir aujourd'hui, si vous êtes un professionnel du droit, de la finance, de l'immobilier, de l'assurance, ou que vous manipulez des flux financiers, de la crypto-monnaie, etc., ou que vous êtes une plateforme de mise en relation, un ordre, enfin voilà, que vous êtes une profession réglementée en ce sens, que vous touchez à l'argent, vous êtes concerné par les obligations de lutte contre le blanchiment d'argent. Il ne suffit pas d'être de bonne foi. Il faut agir activement pour identifier les risques et les traiter. Les sanctions sont lourdes, mais les solutions existent. Donc quand vous avez des solutions qui existent grâce à la loi, il faut les utiliser. N'attendez pas de vous dire non, non, je fais rien, je risque rien. Si, on risque toujours quelque chose. Si on ne connaît pas correctement les solutions juridiques qui existent, eh bien, on va se mettre une balle dans le pied. Et les sanctions sont lourdes. Même si un jour vous allez vous dire oui, c'est pas juste, j'ai été accusé de ci, j'ai été accusé de là, c'est pas vrai, j'ai pas fait exprès. Sachez une chose, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc dans votre cas, vous devez connaître vos solutions juridiques existentielles. Alors dans les prochains épisodes, nous verrons comment identifier des opérations suspectes. Donc une opération suspecte, comment rédiger une déclaration chez Tracfin, comment construire une procédure de vigilance adaptée à votre structure, etc. Alors écoutez, c'est la fin de ce podcast numéro 2. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez besoin de former vos collaborateurs, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour ça, puisque je suis formatrice juridique, ne l'oubliez pas. Et dans le domaine de la conformité justement juridique.
Et je fais une grosse série podcast sur le LCBFT et ensuite il y aura également d'autres sujets que j'aborderai en matière d'anticorruption, etc. Il y aura beaucoup, beaucoup de choses à écouter et ça va vous apprendre vous aurez des informations plutôt pertinentes et le plus simplement possible à comprendre. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de Juris Etikos. Si ce contenu vous a aidé à y voir plus clair, pensez à le partager avec vos collègues ou partenaires professionnels. Et si vous avez encore des doutes, restez connectés. On continue à explorer ensemble les outils concrets de la conformité juridique. Je vous dis à très vite dans les prochains épisodes.